Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie de la correction du concours d'accès aux facultés de médecine de 2022, partie dans laquelle on va poursuivre la correction des questions de génétique. Allons-y. La partie génétique du concours comportait 12 questions. On a déjà corrigé les six premières questions, Q3 jusqu'à Q8. Maintenant, on va corriger de Q13 jusqu'à Q18. Alors, commençons par la question Q13. Le croisement d'un lapin gris à poils longs avec une lapine blanche à poils courts donne à la première génération F1 des lapins tachetés à poils longs. Alors lapro, c'est-à-dire petit lapin. On croise ensuite les individus de la première génération entre eux, on obtient une deuxième génération F2. Sachant que les deux gènes étudiés sont indépendants, ça c'est très important, les proportions des phénotypes obtenus à la génération F2 sont. Alors, vous avez les 5 suggestions, à vous de choisir laquelle est correcte. Dans le premier croisement, on a croisé un lapin gris à poils longs avec une lapine blanche à poils courts et on a obtenu des lapins qui sont tous tachetés à poils longs. Donc F1 est homogène, la première génération, ça veut dire que les parents sont de race pure. Alors pour la couleur gris-blanc, on a obtenu tacheté. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dominance complète ici. On est au contraire dans un cas de codominance. Donc les allèles responsables de la couleur grise et de la couleur blanche sont codominants, donc on va les noter grand G et grand B. Pour la longueur des poils, on a l'allèle responsable du phénotype long est dominant et l'allèle responsable du phénotype court est récessif. Alors l'interprétation chromosomique du croisement, ça vous le connaissez très bien maintenant, le phénotype, le génotype, la méiose, les gamètes. Donc chacun des parents de race pure va produire un seul type de gamètes et on a un seul cas de fécondation pour obtenir F1 GBL, c'est-à-dire tacheté à poils longs 100%. Dans le deuxième croisement, on nous dit qu'on croise les individus de la première génération entre eux, c'est-à-dire GBL avec GBL. Alors quels sont les résultats attendus de ce croisement? Alors pour répondre, on va faire l'interprétation chromosomique, phénotype, ensuite les génotypes et la méiose avec les gamètes. Et dans ce cas, puisqu'on nous dit que les gènes sont indépendants, alors grâce au brassage interchromosomique, chacun des individus de F1 va produire 4 types de gamètes équiprobables, c'est-à-dire 25% chacun, ou bien 1 sur 4. Et après la fécondation, on va obtenir l'échiquier de croisement à 16 cases. Alors, faisons le bilan des différents phénotypes. D'abord, on a GBL, tacheté long, 6 sur 16. Ensuite, GL, gris long, 3 sur 16. Et ainsi de suite. Vous avez 6 phénotypes différents avec les proportions suivantes. Comparons maintenant aux 5 suggestions de l'exercice. Alors, première remarque, la proposition A, on a 9 sur 16. Or, il n'y a pas de 9 sur 16 dans les résultats. Donc A, c'est faux. Même chose pour B, 9 sur 16, il n'y a pas de 9 sur 16, donc B est fausse. Donc on va dès le départ éliminer A et B. Il nous reste C, D, E. Alors toutes les trois commencent par tacheté long 6 sur 16. Ensuite, gris long 3 sur 16, gris long 3 sur 16, gris court 3 sur 16. Or on n'a pas gris court, il y a 1 sur 16 et non pas 3 sur 16. Donc E, c'est faux. Ensuite, on a blanc long 3 sur 16. Oui. Alors pour la proposition D, vous avez blanc court 3 sur 16. Or BC c'est 1 sur 16 uniquement, c'est pas 3 sur 16. Ensuite vous avez blanc long 1 sur 16 et au contraire 3 sur 16. Donc D est fausse également. Et par conséquent, on va garder C, la proposition C. Donc pour Q13, on va maintenir la proposition C qui est correcte. Question Q14. X, Y et Z sont trois gènes de la drosophile.
Les fréquences de recombinaison pour deux de ces trois gènes sont indiquées ci-dessous. Donc entre X et Y, c'est 50%, entre X et Z, 25%, entre Y et Z, c'est 50%. La fréquence des recombinaisons signifie que, et vous avez les 5 propositions, bien les 5 suggestions A, B, C, D, E. Passons maintenant à l'exploitation des données. Rappelons d'abord ce que c'est que la fréquence de recombinaison. Bien, c'est tout simplement le pourcentage des types recombinés obtenus dans un test cross et qu'on calcule par la formule suivante. Nombre des recombinés obtenus dans le test cross qui divise le nombre total d'individus et qu'on multiplie par 100. Alors dans notre cas, et je vais commencer par les gènes X et Z, dont on nous dit que la fréquence de recombinaison est 25%. Alors si la fréquence de recombinaison est 25%, c'est-à-dire que dans un test cross, on va obtenir deux types recombinés 12,5% chacun et deux types parentaux 37,5% chacun. Donc le total c'est 100%. Et dans ce cas, ça indique que les gènes X et Z sont liés, c'est-à-dire portés par un même chromosome avec un linkage relatif. Il y a eu un brassage intrachromosomique ou crossing over pendant la formation des gamètes, c'est-à-dire pendant la méiose. Donc X et Z sont liés, portés par le même chromosome. Voyons maintenant pour les gènes X et Y d'une part et YZ d'autre part. On nous dit que la fréquence de recombinaison dans les deux cas est 50%. Ça veut dire que dans un test cross, on va obtenir les types recombinés 25%, 25% et les types parentaux 25%, 25% également. Et ces résultats indiquent que les gènes sont indépendants. Donc d'une part, X et Y sont indépendants et d'autre part, Y et Z sont indépendants. Et dans ce cas, les types recombinés se forment grâce au brassage interchromosomique. Et donc, on peut déduire que les gènes X et Z sont portés par un même chromosome, ils sont liés, alors que le gène Y est porté par un autre chromosome différent. Avec ces données, on peut facilement choisir la proposition qui est correcte. Alors pour A, vous voyez, les gènes X, Y et Z sont portés par le même chromosome, c'est-à-dire tous les trois sont liés. Non. Pour B, les gènes X, Y et Z sont portés par des chromosomes différents, c'est-à-dire tous les trois sont indépendants, non plus, c'est faux également. Alors C, les gènes X et Y sont portés par le même chromosome, c'est-à-dire ils sont liés. Or, on a dit que X et Y sont indépendants, donc c'est faux. D, les gènes Y et Z sont portés par le même chromosome. Même chose, on avait dit que Y et Z sont indépendants, donc c'est faux. Et par conséquent, seule la suggestion E est correcte. Donc pour la question Q14, c'est E qui est correcte. Question Q15. Dans l'ADN de l'oursin qui est à double brin, 17% des bases se sont révélées être de la cytosine C. Les pourcentages des trois autres bases censées être présentes dans cet ADN sont les suivants. Alors vous avez A, G 34%, A 24,5%, T 24,5% et ainsi de suite. Alors passons à l'exploitation de ces données pour répondre à la question. Rappelons ce qu'on appelle la loi de Chargaff. Pour toute double hélice d'ADN, G sur C est égal à 1. Ça veut dire que le nombre de G est égal au nombre de C. S'il y a par exemple 20 000 G dans cette molécule d'ADN, il y aura sûrement 20 000 C. De même, A sur T est égal à 1, c'est-à-dire que le nombre de A est égal au nombre de T. S'il y a 50 A, il y aura sûrement 50 T. Alors on explique cette loi de Chargaff par la structure en double hélice de l'ADN, c'est-à-dire que l'ADN est formé de deux brins antiparallèles. L'un des brins est orienté de 3' vers 5', l'autre de 5' vers 3'. Et le G d'un brin est toujours lié à C de l'autre brin par des liaisons, 3 liaisons hydrogènes. Alors que A d'un brin est lié toujours à T de l'autre brin par 2 liaisons hydrogènes. Dans l'exercice, on nous dit que C est égal à 17%. Ça veut dire que G représente également 17%.
Le total, c'est 100%, c'est-à-dire G plus C plus A plus T 100%. Si on remplace G, C par leurs valeurs respectives, 17 et 17, on peut calculer A plus T, qui est égal à 100 moins 34, c'est-à-dire 66%. Si je divise par 2, j'obtiens A 33% et T 33%. Maintenant, on peut choisir la suggestion qui est correcte. Alors, voyez pour A, vous avez G 34%. Déjà, ici, on peut considérer que A est fausse, parce que G doit être 17%. De même, vous avez A est 24 et T 24. Alors, on a dit que A c'est 33 et T 33. Pour B, vous avez G 17%, c'est bien, mais A c'est 16,5 et T 32,5. Ils sont différents, alors que A doit être égal à T. Donc B est fausse également. Pour D, tout est faux. G 8,5, non, il doit être 17. A 50%, T 24%, ils ne sont pas égales, donc tout est faux. Pour E, même chose, tout est faux. G 24% alors qu'elle doit être 17. A 50%, 34%, rien n'est vrai dans E. Donc seule la suggestion C est correcte. G 17%, A 33% et T 33%. Donc pour la question Q15, on va garder la proposition C. Passons à la question Q16. Un allèle récessif sur le chromosome X est responsable du daltonisme rouge-vert chez l'homme. Une femme ayant une vision normale et dont le père est daltonien se marie avec un homme daltonien. La probabilité pour que ce couple donne naissance à une fille et que cette fille soit daltonienne est 0, 1 sur 4, 1 sur 2, 3 sur 4 et 1. Alors raisonnons un petit peu. Alors, on nous dit une femme ayant une vision normale et dont le père est daltonien. Donc ayant une vision normale, elle porte l'allèle normale. Et son père est daltonien, c'est-à-dire qu'il va lui transmettre l'allèle responsable du daltonisme. Donc son phénotype serait grand N, mais son génotype serait X grand N, X petit d. Se marie avec un homme daltonien. Alors l'homme daltonien, il est malade, donc son phénotype c'est petit d, son génotype serait X petit d, Y. Alors poursuivons l'interprétation chromosomique. Après la méiose, on aura formation de deux types de gamètes de la part de chacun. Après la fécondation, on va obtenir cet échiquier de croisement. Alors dans la question, on nous dit la probabilité pour que ce couple donne naissance à une fille et que cette fille soit daltonienne. Donc donne naissance à une fille, on doit donc négliger les garçons. Donc on aura 50%, un demi. Et pour que cette fille soit daltonienne, vous avez une fille qui est daltonienne et une fille qui ne l'est pas. Donc la probabilité c'est 50%, un demi. Et par conséquent, la probabilité pour que ce couple donne naissance à une fille et que cette fille soit daltonienne, c'est un demi qui multiplie un demi, c'est un quart. Et donc la réponse c'est clair, c'est la proposition B. Donc pour la question Q16, on va garder la proposition B qui est correcte. Alors question Q17. La fourrure du mutant yellow Y de la souris est jaune. Le type sauvage est dit type agouti plus. Afin de déterminer le mode de transmission de ce caractère, on propose les deux croisements suivants. Croisement numéro 1, entre une souris Y yellow et une souris plus agouti, on obtient une descendance constituée de 1 demi Y et 1 demi plus. Croisement numéro 2, entre deux souris Y yellow, on obtient une descendance constituée de 2 sur 3 Y et 1 sur 3 plus. Alors si on croise un individu Y issu du croisement numéro 2 avec une souris plus agouti, la descendance sera constituée d'individus avec les rapports suivants. Donc, je vous laisse le loisir de lire les différentes propositions et on passe à l'exploitation des croisements. Alors, commençons par le premier croisement. On a croisé Y avec plus, yellow avec agouti, on a obtenu 50% Y, 50% plus. Alors c'est difficile de tirer grand chose de ce croisement, sauf que l'un des parents n'est pas de race pure, mais lequel on ne peut pas déterminer. Le deuxième croisement par contre, il est très instructif. On a Y avec Y et on a obtenu 2 tiers Y et 1 tiers plus agouti.
Donc déjà, on voit que le deuxième croisement a donné une génération qui est hétérogène, qui n'est pas homogène. Ça veut dire que les parents ne sont pas de race pure ou bien ils sont de race hybride. Deuxièmement, on constate que on a croisé Y avec Y, on a obtenu plus agouti. Ça veut dire que Y est dominant et plus est récessif, ou bien agouti est récessif. Enfin, on a 2 tiers, 1 tiers, et ces proportions nous rappellent le cas du gène létal. Alors, si on fait l'interprétation chromosomique de ce deuxième croisement, on va obtenir l'échiquier de croisement suivant. Alors, d'après l'échiquier de croisement, on a 3 sur 4 Y et 1 sur 4 agouti plus. Donc, ce n'est pas 2 tiers, 1 tiers. On est obligé de considérer que YY est létal, il va mourir, et dans ce cas, on va obtenir 2 sur 3 Y et 1 sur 3 plus. Et comme ça, on a expliqué les résultats du deuxième croisement. Dans le troisième croisement, on nous dit si on croise un individu Y, c'est-à-dire yellow, issu du croisement 2, avec une souris plus, c'est-à-dire agouti, la descendance sera constituée de. Et on nous donne 5 propositions, bien 5 suggestions différentes. Alors, analysons le croisement. On a croisé Y, yellow, avec agouti plus. Quels seraient les résultats attendus? Alors, commençons par agouti d'abord, le plus. C'est un phénotype récessif. Donc, la souris agouti doit être de race pure, plus, plus. Alors que la souris Y, ou bien yellow, elle ne peut pas être de race pure, car on a dit que YY est létal. Donc, elle doit être hybride Y+. Si on fait l'interprétation chromosomique de ce croisement, on va obtenir les résultats suivants à travers l'échiquier de croisement. Et on voit bien qu'on a 50% de Y, yellow, et 50% de plus. Et là, la réponse devient assez facile. C'est bien sûr la confirmation D. Et donc, pour la question Q17, on va garder D. Question Q18. Le phénylthiocarbamide PTC a un goût très amer pour certaines personnes et aucun goût pour d'autres. Dans une population soumise à la loi de Hardy-Weinberg, on a 70% des individus sensibles au goût amer du PTC. Sachant que la sensibilité à la PTC est liée à un allèle dominant grand S et l'insensibilité à cette substance est liée à l'allèle récessif petit s. Quelles sont les fréquences des allèles et des génotypes dans cette population? Et vous avez des données que vous pouvez utiliser dans vos calculs. Alors, calculons les fréquences des allèles et des génotypes dans cette population. On nous dit que 70% des individus sont sensibles au goût amer du PTC. Donc le phénotype de ces individus serait grand S. Mais leur génotype pourrait être soit grand S, soit grand S, petit s. Donc on peut écrire f de grand S plus f de grand S petit s est égal à 70%. C'est-à-dire égal à 70 qui divise 100. Et donc égal à 0,70. Or, on ne connaît pas la valeur de f de grand S, ni la valeur de f de grand S petit s. Donc vous avez une équation et 2 inconnus. Comment résoudre ce problème? On sait que f de grand S plus f de grand S petit s plus f de petit s doit être égal à 1. Et avec les deux équations, 1 et 2 en bleu, on peut déduire f de petit s, qui est égal à 1 moins f de grand S plus f de grand S petit s, donc égal à 1 moins 0,70, et donc égal à 0,30. Voilà, on a calculé la fréquence de petit s. Maintenant, on va utiliser cette donnée qui dit que la population est soumise à la loi de Hardy-Weinberg. Et donc, dans ce cas, on peut écrire f de petit s est égal à q au carré. C'est-à-dire que q au carré est égal à 0,3. Et donc, on peut calculer q, qui est la fréquence de l'allèle petit s, l'allèle récessif. C'est la racine carrée de 0,3. Et donc, il suffit de calculer, on trouve 0,55. De là, on peut facilement déduire P, puisque P plus Q est toujours égal à 1. Donc P, qui est la fréquence de l'allèle grand S, l'allèle dominant, est égal à 1 moins Q, 1 moins 0,55, et donc P est égal à 0,45. Il nous reste
f de grand S est égal à P au carré, puisque la population est soumise à la loi de Hardy-Weinberg. Donc 0,45 au carré, et on trouve f de grand S égale à 0,20. Enfin, f de grand S petit s égale à 2PQ. Donc 2 fois 0,45 fois 0,55, et vous allez trouver f de grand S petit s qui est égal à 0,49. Et voilà, avec ces valeurs, on peut facilement choisir la réponse correcte. Et vous voyez bien que c'est A, c'est l'affirmation A. Et donc pour la question Q18, il faut choisir la réponse A. Sur ce, on aura terminé la partie génétique. Il nous reste une dernière partie, la partie 4, qui sera consacrée à l'immunologie. Bon courage!